Swiss Food Academy repart à la rencontre des acteurs de l'alimentation durable qui font bouger le canton de Genève en proposant des solutions alternatives à notre système alimentaire actuel. Aujourd'hui, nous sommes au domaine familial agricole à Collet-Bossy, la ferme de Mâchefer. Ici, on y cultive des céréales, des oléagineux, mais ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est leur transformation locale de graines en huile. Monsieur Roder nous ouvre donc les portes de sa ferme où vous découvrirez son activité et son engagement pour une alimentation de qualité, respectueuse de notre santé et pour le bien de notre planète. Je m'appelle Hans-Rudi Roder, je suis paysan à Collet-Bossy. J'exploite cette ferme qui appartenait déjà à mon papa et à mon grand-père. C'est une ferme qui était exploitée d'une manière traditionnelle avec du bétail et des cultures. J'ai repris l'exploitation, on avait encore du bétail laitier. Après, j'ai arrêté le bétail laitier, j'ai pris des vaches allaitantes, j'ai arrêté les vaches allaitantes, j'ai des chevaux à la retraite. Et puis, j'ai commencé à me diversifier en produisant des huiles pressées à froid que je fais avec deux collègues avec qui je me suis associé et avec lesquels on a fondé une association qui s'appelle Carthagène. Et dans notre assortiment d'huile, on a de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de lin, de l'huile de pavot, de cartame, de l'huile de noix, de noisettes, de pépins de courge. Et puis là, on a encore maintenant comme nouveau produit du vinaigre de cidre. Et on s'est encore diversifié dans la production de lentilles, pois chiches, pépins de courge et graines de lin. Alors en tant que paysan, j'exploite des surfaces, des grandes surfaces agricoles, et ces surfaces, elles marquent le paysage. Et avec les cultures que j'ai, je marque encore plus le paysage que d'autres cultures que seraient les céréales ou le maïs. Je produis notamment du colza. Et les gens qui connaissent, ils savent que c'est les grands champs jaunes qui fleurissent au mois d'avril, au mois de mai. Je produis du tournesol, que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de décrire. J'ai du lin, qui a une floraison bleue, qui est juste, allez, je vais le dire, à tomber par terre quand on y voit. J'ai un collègue qui a semé du pavot pour faire de l'huile, et c'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, quelque part, avec ces cultures, j'apporte un enrichissement du paysage. Et puis une fois qu'elles sont récoltées, j'apporte un enrichissement dans l'alimentation de mes concitoyens. On a plusieurs canaux de distribution et il ne faut pas se voiler la face. C'est que quand on veut faire des grands volumes, on est obligé de passer par la grande distribution parce que c'est eux qui ont la force de frappe, c'est eux qui ont le réseau de distribution le plus large où tout le monde va au moins une fois. Même moi, je vais dans la grande distribution. Et notre principal distributeur, c'est la Migros. Alors, ils ne prennent pas tous nos produits. Hein. Ils prennent l'huile de colza, l'huile de lin, les lentilles, les pois chiches et les graines de lin. Après, on a aussi un autre distributeur qui prend une partie de nos produits, c'est Lidl. Et après, on a des magasins qui font soit de la vente à la ferme, soit c'est des petites épiceries de produits locaux qui distribuent nos produits. Et ça, il y en a un peu répartis sur tout le canton. Et après, on a aussi notre coopérative agricole. Moi, je l'appelle le cercle des agriculteurs, mais les gens le connaissent plutôt sous le nom de l'Andy. Et ils ont tout un rayon où il y a des produits locaux qui sont labellisés GRTA. Et ça, c'est aussi un grand argument de vente de nos produits, c'est que tous nos produits sont labellisés Genève Région Terre Avenir. Alors, je collabore dans le sens que je suis associé avec deux collègues agriculteurs. Alors, il y a un changement de génération et puis il y a aussi eu un décès d'un de mes associés. Puis maintenant, c'est un des fils qui a repris. Et puis, l'autre associé, il y a aussi un changement de génération.
Le papa a pris sa retraite, puis c'est le fils qui reprend. Mais je suis associé avec 2 collègues et ça a beaucoup d'avantages, notamment déjà au niveau de la production, parce que tous les 3, on produit du colza, du tournesol, du lin, des lentilles, des pois chiches. Après, il n'y a pas tout le monde qui produit du chanvre parce que c'est des cultures particulières. Il n'y a pas tout le monde qui produit du pavot parce que c'est de des cultures particulières. Mais le fait de répartir les productions entre les 3 agriculteurs, ça partage les risques. Parce que quand on produit, on sème quelque chose, ben, tant que c'est pas récolté, ben on n'est pas sûr. Et puis vous pouvez rater le semis, vous pouvez avoir un orage de grêle qui vous détruit la récolte. Et puis le fait d'être plusieurs à produire, eh ben, on répartit les risques, donc on garantit une production, d'avoir au moins du produit à proposer à nos consommateurs. Et puis l'autre avantage, c'est la charge de travail. Par exemple, pour presser, eh ben, on a 3 presses, une chez chaque associé, mais elles ne tournent pas forcément toutes en même temps. Et puis des fois, il y en a une qui tourne, après l'autre, ben, on n'a pas le temps parce qu'on a autre chose à faire, elle ne tourne pas, ou il y en a une qui doit être en révision. Ça permet de répartir le travail, les charges de travail. Et après, une fois que l'huile est pressée chez un des associés, elle est toujours amenée ici pour la mise en bouteille et l'étiquetage parce que le matériel adéquat, il est chez moi. Et là, c'est du travail qu'on fait ensemble et on se retrouve et on peut discuter. Alors l'huile, c'est un sujet très vaste parce qu'il y a différentes huiles. Comme il y a différents corps gras, il y a les corps gras qui sont d'origine animale, les corps gras d'origine végétale. Et puis dans les huiles, vous pouvez avoir des huiles qui sont d'origine différentes plantes. Les plus importantes, si on les prend vraiment dans l'ordre d'importance au niveau de la production mondiale, la première huile, c'est l'huile de palme. Après, de tête, mais je ne suis même pas sûr, c'est l'huile de soja. Parce qu'il faut penser aux quelques milliards de Chinois qui exploitent tous ces soja. Après, il y a l'huile de tournesol. Après, il y a l'huile de colza. Après, il y a l'huile d'arachide. Et après, il y a l'huile d'olive. Alors, tout le monde connaît l'huile d'olive, notamment dans nos régions, parce que ça fait partie de la culture qui est autour du bassin méditerranéen, mais au niveau du volume, c'est une huile qui représente une très petite quantité. Après, dans les huiles, toutes ces différentes huiles, eh ben, elles ont différentes caractéristiques, c'est-à-dire que soit elles sont riches en acides gras monoinsaturés, comme l'huile de tournesol oléique, ou alors elles sont riches en acides gras polyinsaturés, comme l'huile de lin, et qui est une huile qui est très riche en oméga 3. Ou alors vous avez des huiles qui sont intermédiaires, comme par exemple l'huile de noix, qui a une teneur assez élevée en oméga 3, mais beaucoup moins que l'huile de lin. Après, vous avez l'huile de colza, qui est une huile qui a un très bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 9, qui a un très bon goût, et qui est assez facile à produire, et qui en fait un produit qui est vraiment beaucoup utilisé sur nos latitudes. On peut l'utiliser surtout à froid. On peut aussi la chauffer un petit peu, mais pas faire de la friture parce qu'elle ne supporte pas les hautes températures. Contrairement à l'huile de tournesol oléique, du fait de sa teneur élevée en oméga 9, alors elle supportera les hautes températures, on pourra faire une friture avec. Mais bon, c'est toujours dommage de chauffer à très haute température une huile pressée à froid, parce qu'on détruit quand même une partie des éléments qui sont intéressants. Alors le challenge du moment, et dans ce que je me rends compte, c'est que j'essaie de produire de plus en plus des produits que j'arrive à transformer ou à vendre en direct, c'est-à-dire soit des oléagineux pour faire de l'huile ou des lentilles pois chiches
qui sont des sources de protéines qui sont appelées à remplacer lentement la viande, parce qu'on sait que la production de viande est problématique au niveau de la production de CO2, et on sait qu'il va y avoir une augmentation de la demande sur ces produits. Et la problématique maintenant, c'est de produire ces graines dans nos conditions. Alors dans nos conditions, c'est déjà un problème, mais l'autre problème, c'est le changement climatique. Et on y a vu l'année passée, où on a eu un été pourri, avec beaucoup d'eau au printemps, en été. Et on a eu une production de lentilles qui était très mauvaise, une qualité moyenne. Et au niveau des pois chiches, alors c'était production zéro, on n'a rien récolté. Les conditions étaient trop extrêmes pour le pois chiche et puis on n'a rien récolté. Et c'est vraiment un grand défi parce que c'est des risques qu'on prend quand on met en place une culture. Il y a des frais pour la mise en place, pour les semences, pour le désherbage. Et puis après, si on ne récolte rien, voilà, les frais sont engagés, puis à la fin, il n'y a rien qui rentre. Je dirais le plus simple pour une alimentation durable, c'est déjà de regarder, de manger le plus local possible. Parce que dès qu'on fait les transports, on ne sait pas exactement comment c'est produit. Et puis, si c'est très local, on peut des fois même mettre une tête sur celui qui a cultivé la salade ou qui a cultivé la lentille. Et nous, sur nos emballages, eh ben, typiquement, il y a le nom des 3 associés. Donc moi, je ne peux pas me permettre de produire d'une manière qui ne soit pas durable, écologique, en mettant mon nom sur l'emballage. Et puis si le produit n'est pas sain, il n'est pas conforme, les gens ils vont tout de suite me trouver. Alors que dans d'autres produits, vous adressez à des multinationales et puis faut leur envoyer un mail et puis le service consommateur vous répondra, mais ils ont moins besoin d'être aussi exigeants envers la production que nous, parce que moi je mets vraiment mon nom sur le produit et ça m'engage à titre personnel. Après, ce qui est aussi durable, c'est de regarder les différents labels. Alors on sait que les gens ils pensent surtout au label bio. Alors si c'est du bio local, c'est très bien. Si c'est du bio qui vient de Canada ou de Chine, je mets déjà un bémol. Après, un autre label qui nous concerne ici à Genève, c'est le label Genève Région Terre Avenir, et qui est, à mon avis, un excellent label parce qu'il appartient à la collectivité, il appartient à l'État de Genève, et c'est un label qui garantit la production locale, c'est-à-dire que ça doit venir de Genève ou de la zone franche. Ça garantit le mode de production, c'est-à-dire c'est soit bio, soit ça doit remplir les prestations écologiques requises. Et après, ça garantit aussi le côté social. Si on a du personnel, c'est du personnel qui doit être engagé avec un contrat de travail. On ne peut pas avoir du personnel au noir et au gris. Et à mon avis, c'est un label qui est simple à comprendre et qui est vraiment très complet. J'ai noté, oui, un impact. Pour l'instant, il n'est pas très fort, hein. Mais on sent que j'ai notamment 2 clients qui sont des assez gros consommateurs parce qu'ils transforment les produits et on sent qu'ils commandent plus que d'habitude. Ils ont peur, d'une pénurie, on ne sait pas si elle va arriver, mais ils ont surtout peur aussi peut-être d'une augmentation de prix. Et ça, on sait qu'elle va arriver. Moi, j'y vois dans la production, tous les moyens de production renchérissent, c'est-à-dire que quand on met en place les cultures, le diesel pour le tracteur il est plus cher, les engrais sont beaucoup plus chers,
Quand il faudra récolter, ben, ça coûtera plus cher parce que la moissonneuse-batteuse, elle utilise du mazout. S'il faut y sécher, ça coûtera plus cher. Après, quand on transforme et puis qu'on met en bouteille, les bouteilles qu'on achète maintenant, elles sont déjà plus chères. Les emballages, ils ont aussi renchéri. Et après, on sait qu'au niveau du marché mondial, la matière première, elle a déjà pris une augmentation, donc ça a déjà augmenté. Donc, quand le marché mondial il augmente, ça tire un peu tout. Alors, peut-être moins au niveau de la Suisse où on a de la chance parce que les prix sont plus stables, on est moins soumis à ces problèmes de marché mondiaux, mais faut pas se voiler la face, il y aura une augmentation de prix. Alors de combien, ça c'est trop tôt pour le dire, mais moi je vois bien un 10 à 20%. Ouais, non, ça va être tout bête, hein, c'est ma maman. Parce que voilà, elle a travaillé toute sa vie sur l'exploitation. Euh, Elle a nourri sa famille avec les produits du jardin. Euh, Elle jardinait. Et puis, elle aimait les plantes, les fleurs. Et puis, c'est des choses simples qu'elle m'a transmises. Et puis, si vous regardez mon jardin, ben, il y a des plantes d'un peu partout, il y a des fleurs. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui me suffit. Voilà, c'est des choses simples, mais voilà, c'est un hommage que je veux lui faire. Pour faire ce métier, il faut être passionné. Et ça vous prend déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, oui, j'ai du plaisir, alors, mais c'est pas carrément une passion. J'ai du plaisir à aller me promener en montagne, à faire des balades en montagne parce que voilà, c'est des paysages que j'adore. Mais ouais, ma passion, c'est mon métier, quoi. C'est un métier que si on ne fait pas avec passion, on tient pas. Il y a tellement d'exigences, de contraintes. Et puis après, il y a aussi tellement de plaisir quand vous voyez vos cultures qui sont belles, que vous les récoltez, que vous les transformez. Donc ouais, j'ai trouvé ma passion dans mon métier. Merci Hans-Freddy de nous avoir accueillis aujourd'hui à la ferme. Merci Maria. Et puis quant à nous, retrouvez-nous prochainement pour les prochaines interviews de Swiss Food Academy.